Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fondamental, l'eau. C'est bien simple, c'est notre ressource la plus vitale. Et pourtant, derrière chaque goutte qui coule dans nos rivières, il y a une machine bureaucratique franchement complexe, très stratifiée, mais, on va le voir, totalement fascinante. Notre but aujourd'hui, comprendre très concrètement comment la France gère, protège et organise ce trésor, des grandes lois nationales jusqu'aux petits ruisseaux de nos communes. C'est parti. Toute cette organisation colossale repose sur une seule philosophie fondatrice: l'eau et les milieux aquatiques constituent un patrimoine fragile, commun et utile à tous. Et attention, ce n'est pas juste de la belle poésie glissée dans un texte de loi, c'est le socle même de notre système. L'eau n'appartient à personne en propre, mais elle est indéniablement notre responsabilité collective. Et pour assumer collectivement une telle responsabilité, il faut une organisation extraordinairement rigoureuse. Au menu de ce décryptage, on va suivre un cheminement très logique. 1. Notre patrimoine commun. 2. La gestion par bassin. 3. Les outils de planification. 4. L'impulsion de la directive européenne. Et enfin, 5. La gestion locale aujourd'hui. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, notre patrimoine commun et l'établissement des fondations juridiques. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut garder 3 dates en tête. 3 moments qui ont littéralement changé la donne et révolutionné notre rapport à la géographie. D'abord, 1964, c'est l'origine de tout, avec la création complètement audacieuse de la gestion par grand bassin. Ensuite, saut dans le temps, 1992, c'est la fameuse loi sur l'eau qui officialise cette ressource comme un patrimoine commun de la nation, un vrai virage idéologique face aux urgences de pollution de l'époque. Et enfin, 2006, avec la loi Lema qui remet un coup de projecteur crucial sur la protection des milieux aquatiques eux-mêmes. Voilà pour notre stratégie juridique globale. Ce qui nous amène directement à notre deuxième partie, la révolution des bassins, ou comment gérer par la géographie naturelle. La loi 1964 dont on vient de parler, c'est vraiment un coup de génie. Pourquoi ? Parce qu'on a enfin décidé d'arrêter de découper les rivières selon des frontières politiques ou administratives complètement arbitraires. Fini les découpages par département. L'eau suit le relief, elle forme ce qu'on appelle de grands bassins versants. La France en compte 7 principaux: Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, la Corse et enfin Seine-Normandie. C'est d'une logique implacable, l'organisation s'adapte enfin à la nature. Et là, à l'intérieur de ces immenses territoires, on trouve un trio institutionnel qui fait tourner la machine. D'abord, le bras financier, les fameuses agences de l'eau qui récoltent les redevances de tous les usagers pour financer en retour des projets de préservation. Ensuite, le cerveau stratégique, le comité de bassin, la grande assemblée décisionnelle. Et enfin, le bras de l'État, le préfet coordinateur, là pour s'assurer que toute cette politique est bien harmonisée à grande échelle. Il faut d'ailleurs faire un petit arrêt sur ce fameux comité de bassin. Dans le milieu, on l'appelle le Parlement de l'eau. Et l'image est super puissante. Imaginons une immense table où tout le monde s'assoit. Les élus locaux, les industriels, les agriculteurs, les associations, les consommateurs et l'État. C'est là que ça débat ouvertement, que ça négocie et que ça trouve des compromis pour partager équitablement notre or bleu et lutter contre la pollution. Un vrai travail parlementaire dédié à 100% à l'eau. Troisième partie, on entre dans le dur de la stratégie, les outils de planification. Le match entre le SDGage et le SAGE. On va pas se mentir, dans l'administration, on adore les acronymes. D'un côté, on a le SDage. C'est la vision macro, le plan géant, à l'échelle de tout le bassin, qui fixe le cap pour les 6 années à venir. De l'autre, on enlève le D et ça donne le SAGE. Ça, c'est la version micro, l'outil stratégique local. Pour faire simple, si le SDage donne la grande ligne directrice pour tout le bassin de la Loire, le SAGE va adapter tout ça très concrètement pour un petit affluent ou une nappe phréatique spécifique. Mais alors, qui rédige et met en place ce SAGE sur le terrain ? C'est la CLE, la Commission locale de l'eau. C'est un peu le cerveau local de l'opération, une sorte de mini-parlement de l'eau de proximité. Elle rassemble les acteurs du coin pour trouver un équilibre qui est souvent très délicat, faire cohabiter l'usine qui doit refroidir ses machines, l'agriculteur qui a besoin d'irriguer, les besoins en eau potable et la stricte protection de la nature. Tout un art du compromis. Passons à notre 4e partie, l'impulsion européenne et la fameuse directive cadre. Ce qui est absolument fou, c'est qu'en l'an 2000, l'Europe pond un texte majeur pour tout le continent. La directive cadre sur l'eau, la DCE. Et devinez quoi ? Ce texte s'est fortement inspiré du modèle pionnier français de 1964. L'Europe a fini par imposer cette logique de gestion par grand district à l'ensemble de l'Union. Avec une ambition colossale à la clé, exiger la restauration chimique, physique et biologique de tous les milieux aquatiques pour atteindre le bon état écologique. Bon, en pratique, restaurer la nature, c'est complexe, très complexe. Historiquement, l'objectif initial fixé par l'Europe, c'était 2015. Mais face à la réalité du terrain et la difficulté extrême de dépolluer des nappes souterraines abîmées depuis des décennies, il a fallu repousser à 2021.
Aujourd'hui, la nouvelle date butoir contraignante, c'est avant 2027. Ce glissement de calendrier montre bien à quel point le chantier écologique est permanent et d'une difficulté technique redoutable. Pour tenter de relever ce défi européen, tout fonctionne sur un cycle implacable de 6 ans en 4 étapes bien nettes. Étape 1, l'état des lieux scientifiques du bassin. Étape 2, on rédige le SDH pour fixer les grandes orientations. Étape 3, on crée le PDM, le programme de mesure, c'est-à-dire le catalogue concret des actions à financer. Et étape 4, on met en œuvre et on surveille l'efficacité. Et 6 ans plus tard, la boucle recommence. C'est le principe même de l'amélioration continue. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, la gestion locale aujourd'hui. Des tests de loi jusqu'aux berges. Bien sûr, au fil des années, la législation a continué de s'adapter pour donner plus de pouvoir au local. Prenons les lois Grenelle de 2009 et 2010. Elles ont introduit un concept absolument merveilleux, la trame verte et bleue. L'idée est brillante. Il s'agit de garantir des autoroutes naturelles, continues et sécurisées, pour que les animaux et les plantes puissent circuler, s'alimenter et se reproduire, sans finir bloqués par un barrage ou une infrastructure humaine. Le réseau aquatique devient un véritable chemin de vie. Et si on zoome encore un peu, on tombe sur le grand acronyme devenu central pour les communes depuis 2014, la GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. En clair, on a donné aux mairies une double responsabilité assez paradoxale. D'un côté, il faut bichonner et aménager les rivières pour protéger la nature. De l'autre, il faut gérer les digues pour protéger les humains des inondations. Gérer à la fois la force destructrice de l'eau et sa force créatrice de vie, c'est le défi quotidien sur le terrain. Sauf que pour appliquer toutes ces responsabilités, encore fallait-il savoir juridiquement de quoi on parlait. C'est dingue, mais il a fallu attendre la loi biodiversité de 2016 pour avoir une vraie définition stricte d'un cours d'eau. 3 critères, un lit naturel, une source d'origine et un débit suffisant la majeure partie de l'année. Grâce à ça, on a enfin pu dessiner une cartographie standardisée et indiscutable de chaque ruisseau en France pour les protéger légalement de manière uniforme. Au terme de ce décryptage, à travers l'incroyable millefeuille bureaucratique de l'eau, une vraie réflexion s'impose. Depuis les grandes intuitions de 1964 jusqu'aux actions des petites communes d'aujourd'hui, comment cette mécanique, souvent invisible, parvient-elle concrètement à sauver nos écosystèmes au quotidien ? Face à l'accélération des changements climatiques et aux sécheresses, cette organisation si remarquable va forcément devoir s'adapter et se réinventer encore. La grande question pour les décennies à venir n'est plus de savoir si elle le fera, mais à quelle vitesse. Affaire à suivre de très près.